l'association AIDA. Donc l'errance diagnostique est un terme qui est surtout utilisé en littérature française. Pour les anglo-saxons, on parle de diagnosis odyssée, ou surtout un diagnosed disease, et ça définit la période entre les premiers symptômes et le diagnostic confirmé, marqué par le doute et par l'incertitude au cours de l'évolution. Donc c'est une période qui peut très variable et qui peut être source pour le patient d'un retard diagnostique marqué peut-être aussi par des erreurs, par un traitement inadéquat, un pronostic qui peut être mis en cause sur le plan fonctionnel ou même sur le plan vital avec une diminution de la qualité de vie. C'est des conséquences fâcheuses aussi pour la famille en raison de la lourdeur de prise en charge, famille qui s'organise très souvent en association, et ce qui a permis quand même, ces associations ont permis quand même des progrès, surtout en matière de maladies rares. C'est aussi des conséquences fâcheuses pour le professionnel, c'est un véritable fléau, ça crée de la frustration par rapport à cette prise en charge de maladies non diagnostiquées, et la collectivité aussi est empreinte par ce type de problème en dépenses de santé inutiles en raison et surtout lorsque le système de santé n'est pas organisé et n'est pas performant pour prendre en charge ce type de problème. Alors, cette errance diagnostique, qui est donc cette période entre les premiers symptômes et le moment du diagnostic, elle peut amener à l'impasse diagnostique, c'est-à-dire que c'est le moment où tout a été fait, mais où on n'a pas pu arriver au diagnostic parce que les moyens restent non performants, ou bien on n'arrive pas toujours à bien classer les choses. C'est un problème de santé publique et de pratique médicale courante, et donc il faut essayer de répertorier les facteurs d'errance diagnostique. Ces facteurs sont importants à étudier pour essayer surtout de raccourcir les délais diagnostiques et d'améliorer le pronostic. Ces facteurs peuvent être liés à la nature de la maladie, au patient lui-même, aux médecins et aux professionnels de santé et à la qualité de la prise en charge, à la performance du système de santé. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la nature de la maladie, donc sur cette courbe sont représentés les résultats d'une recherche qui a été faite au niveau de Scopus sur les maladies qui sont non diagnostiquées, et on retrouve donc que plus de 16 000 documents sont donc comptabilisés entre la période de 1993 et 2023, donc sur une période de 30 ans, et on voit donc surtout s'afficher qu'il y a donc une ascension, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les professionnels, les scientifiques, les médecins, après une période, j'allais dire, de frilosité, ont commencé à bien prendre conscience de ce problème et surtout à le publier. Et donc, c'est alors que dans les années, par exemple, 70, donc c'est pas noté ici, mais il y avait pratiquement 3 ou 4 publications concernant ces maladies non diagnostiquées. Alors, quand on essaye de voir un peu les pourcentages de ce type de maladie non diagnostiquées, la première place quand même reste encore occupée par les infections. Et donc, c'est un problème auquel il faudra toujours faire attention, surtout les infections dans leur forme chronique atypique. Par la suite, donc, les maladies rares, et toutes les maladies chroniques. Vous voyez, donc toutes les maladies chroniques peuvent être concernées par cette errance diagnostique, que ce soit le diabète sucré, le cancer et d'autres situations. Alors, si on veut essayer de voir un peu ce qui se passe chez nous et à quoi est confronté les internistes que nous sommes,
Donc j'ai été voir un peu le recueil des abstracts de la SAMI, 2022-2023, à travers toutes les publications qui ont été faites par les différents services, les différents collègues, et ça m'a permis donc d'établir ce tableau. Donc c'est le fruit de toutes les publications qui ont été faites, donc tout le monde y a contribué, et donc on voit un peu les délais de diagnostic pour les différentes affections auxquelles on est confronté, et parfois ça peut aller à des dizaines d'années. Bon, ça doit être surtout dans des formes qui ne mettent pas en jeu le pronostic et qui sont relativement bien tolérées. Un autre travail algérien, donc concernant les déficits, les erreurs innées de l'immunité chez l'enfant et chez l'adulte algérien, donc a été fait par une équipe d'immunologie, où il retrouve donc le retard médian dans le diagnostic de 16 mois, pouvant aller jusqu'à 36 mois, et donc c'est des problèmes qui concernent l'enfant, mais que nous, en tant qu'internistes, donc on peut être confrontés chez aussi des sujets adultes. Concernant les facteurs d'errance diagnostique chez les patients, donc il peut s'agir de retard de consultation en raison de banalisation ou de déni de symptômes, d'automédication, multiplication des consultations, les conditions socio-économiques aussi qui peuvent influer donc sur le moment de la consultation. Et un petit point qui peut être aussi important lorsqu'on doit faire des enquêtes génétiques, c'est la dispersion de la famille. Donc voilà quelques points concernant ces facteurs d'errance diagnostique chez les patients. Concernant le médecin et les professionnels, donc c'est surtout le manque d'attention qui peut être porté aux premiers symptômes, l'insuffisance de l'examen clinique, la difficulté peut-être du diagnostic à évoquer, du fait de sa rareté, sa difficulté, et surtout des fois par référence excessive aux données épidémiologiques. On se dit, voilà, chez nous, ça ne peut pas exister. Donc, les autres points dans ce manque d'attention porté à cette banalisation des symptômes, raccourci vers le psychologique, le fonctionnel, l'insuffisance de l'examen clinique et indisponibilité des moyens diagnostiques. Et un autre problème aussi qui se pose, c'est celui de la répétition d'examens aux résultats normaux et sans forcément pertinence pour le diagnostic, qui sont répétés et qui finalement amènent à prolonger les choses pour rien. Autre problème auquel on peut être confronté, c'est les examens de mauvaise qualité. Manque de rigueur, bon, ces difficultés, donc le manque d'expérience, raisonnement clinique insuffisant devant une errance diagnostique. Il faut maintenant qu'on soit convaincu que ces situations existent et qu'on doit les définir, et qu'à un moment, il faut se dire, voilà, nous sommes devant cette situation. Il est inutile de rester à répéter des examens, surtout lorsqu'ils sont normaux, et surtout de prescrire des traitements symptomatiques sans aucune approche étiologique, surtout dans le cas d'insuffisance d'organes, comme par exemple les insuffisances cardiaques, l'insuffisance rénale, et rester braqué sur le contexte épidémiologique. Alors il y a aussi un autre problème, c'est celui de la non-orientation vers le spécialiste de la question, et en prenant des attitudes qui sont faussement et excessivement rassurantes, non-application des recommandations et des principes enseignés, et surtout absence de concertation pluridisciplinaire dans la discipline. Donc il est très important quand même de se concerter, et je pense que c'est le point fondamental devant ce type de situation. Alors, à travers ce cas-là, tout à fait récent, qui vient d'être publié au mois de fin août, début septembre, nul, je pense, n'est à l'abri de ces problèmes d'errance diagnostique. C'est un cas clinique qui a été présenté dans le New England, femme de 59 ans, anémie par carence sans fer, un accident vasculaire ischémique, et une grosse masse
tumoral, exophysique, hémorragique du sein droit, qui s'avère être un carcinome adénoïde kystique, bon, classé stade 4, N1, N1, donc au stade métastatique. Le problème, c'est que cette lésion a été palpée pour la première fois au niveau du sein droit à l'âge de 32 ans et qu'elle a évolué pendant 27 ans avant de se présenter au centre spécialisé, et qu'une première imagerie mammaire avait été faite, concluant la bénignité sans faire de biopsie, et que par la suite, pour un certain nombre de contraintes, il n'y avait pas eu de suivi médical, et la conclusion était qu'il y avait une errance diagnostique de 27 ans, et donc tout le monde peut être parfaitement confronté à ce type de situation de partout. Donc les autres facteurs qui peuvent être liés au système de santé et aux conditions de prise en charge, l'accès difficile et contraignant par éloignement géographique, rendez-vous lointain, mauvais accueil, non-disponibilité des explorations pertinentes pour les pathologies en errance diagnostique, par manque de matériel, par manque de ressources humaines, et coordination insuffisante dans les parcours de soins, en particulier le cloisonnement des secteurs, qui est une véritable plaie, et un défaut de communication entre les intervenants dans la prise en charge du patient dans cette situation, et surtout lorsqu'il n'y a aucun retour d'information organisée. C'est vraiment un des points noirs, le manque de concertation pluridisciplinaire. Et autre problème aussi, c'est les difficultés de soigner lorsqu'il n'y a pas suffisamment de structures habilitées à le faire. Alors le problème, c'est que on a vu ces facteurs, c'est surtout d'essayer de les réduire et d'agir donc aux différents niveaux. Donc patient et entourage, c'est informer, expliquer, démystifier, rôle des associations de malades autour des maladies, le praticien donc qui doit bien s'imprégner des principes scientifiques et professionnels et bien prendre conscience que cette situation existe et qu'il peut y être confronté et qu'il doit essayer de la régler. Bon, ça dépendra bien sûr du système où il est en train de travailler. Mais quand même, il doit faire preuve de rigueur dans son examen clinique, dans son raisonnement diagnostique, adhérer aux recommandations et intégrer cette notion qu'elle peut parfaitement exister et qu'il peut y être confronté, qu'il faut essayer de lui trouver une solution, faire preuve de compassion et d'empathie vis-à-vis de ces personnes dans cette situation, et qu'il est tout à fait normal de les voir désemparés dans un désarroi total et qu'il faut essayer de les aider à régler cette situation. Faire preuve de pondération thérapeutique, les traitements symptomatiques doivent être bien mesurés sans fausse assurance, les traitements probabilistes doivent être bien réfléchis, il faut faire très attention, et il faut repérer et se référer, bien sûr, en fonction de la stratégie organisationnelle sur place, en utilisant au maximum les ressources loco-régionales, nationales, et essayer donc d'y accéder. Et c'est là donc que doivent s'organiser les filières de soins et autour de la communication et de la concertation. Bien sûr, des fois, les choses n'arrivent pas à se régler localement et que ce soit bon, avant il y avait recours à des moyens qui étaient institutionnels, légaux, recours à l'étranger. Maintenant, ce sont les malades eux-mêmes et leurs familles qui y recourent. Et bien sûr, il y a des conditions qui doivent être prises en charge, qui doivent être aussi bien étudiées et auxquelles on doit trouver des solutions. Il faut agir au niveau institutionnel pour essayer de diminuer cette errance diagnostique, en particulier pour les maladies rares, afin d'optimiser l'orientation du patient et de son médecin dans le système de santé dans lequel il évolue. Il y a donc des mesures
au niveau institutionnel qui sont prises, qui sont recommandées par les institutions internationales à travers des protocoles d'accord, à travers un encouragement à la création de réseaux d'experts et de pôles d'expertise multidisciplinaires, la mise en place de plans de lutte en particulier contre ces maladies rares en Algérie. Il y a un plan qui vient d'être mis en place. Aux USA, il existait donc un programme spécifiquement dédié, mais depuis les 2 dernières décennies, mai 2008, Australie aussi mise en place de programmes, enfin de partout dans le monde, et en France, il y a le plan national maladies rares qui existe depuis le 2005. Il y a déjà eu 3 plans et ils vont vers le 4e. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'errance diagnostique concernant les maladies rares, qui était à peu près en moyenne de 4-5 ans, grâce à toutes ces interventions, est passée à moins d'1 année dans les filières qui sont régies donc par ce plan national de maladies rares. Et donc, réduire cette errance diagnostique, c'est recourir à des outils, la clinique, l'imagerie, l'endoscopie. On a vu tout à l'heure un exemple concernant la maladie de Fabry, avec l'échocardiographie, des critères, vous voyez, biologique, la biochimie, la microbiologie, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que quand même, parmi les causes prévalentes d'errance diagnostique, il y a des infections, et surtout nous, qui sommes dans nos spécialités amenés à utiliser les anti-inflammatoires, les corticoïdes, maintenant la biothérapie, c'est quand même, il est essentiel et fondamental de bien évaluer ces patients sur le plan microbiologique. Et bien sûr, il y a des autres. Donc la NAPAT, l'immunologie, bien sûr, on en a eu un exemple, la biologie moléculaire et les nouvelles techniques de biologie, en particulier la génomique, qui a permis de faire de grands progrès dans le diagnostic des maladies rares, et c'est comme ça qu'ils ont pu réduire ces délais diagnostiques dans les maladies rares. Il y a aussi des outils technologiques, celui de la bioinformatique, le numérique, avec des applications qui permettent même aux médecins de ville, en utilisant par exemple cette ressource, d'avoir de l'aide au diagnostic et de le mettre sur la voie d'une possible maladie rare en cas d'errance diagnostique. Et c'est comme ça, donc avec ces stratégies organisationnelles et surtout basées sur la concertation, basées sur la communication, que ce problème pourra être réglé et pourra être amoindri. Et vous voyez par exemple, ça c'est le résultat donc le bilan de ce qui est fait dans le cadre du programme des maladies rares en France. Le nombre de sites qui sont concernés, donc vous voyez, c'est 2313 sites qui sont donc affiliés à cette organisation qui s'appelle la Banque nationale des données de maladies rares, et les personnes de ces établissements, de ces sites, souscrivent à cette banque en intégrant leur dossier. Et vous voyez, ils ont 5700 maladies qui sont différentes, et ils ont 1 300 000 dossiers patients qui sont donc intégrés dans cette base de données, et qui peut donc leur permettre d'étudier, d'analyser, et même, surtout, de recueillir tous les cas d'impasse diagnostique et d'essayer de leur trouver une solution. Donc vraiment, il faut aller vers ce type de stratégie organisationnelle si on veut essayer chez nous de réduire
cette errance. Là, c'est un exemple, c'est-à-dire enfin un schéma, comment mettre en œuvre cette génomique dans le cadre des maladies non diagnostiquées pour arriver au diagnostic de maladies rares. En conclusion, l'errance diagnostique est un défi, quelle que soit la ligne de soins. Un long délai diagnostique est une menace pour tous et elle impose une recherche active sans relâche de solutions. La lutte contre l'errance et l'impasse diagnostique doit se faire en affûtant tous les outils qui sont disponibles et puis essayer d'acquérir les plus discriminants, ce n'est pas toujours facile, mais ça arrivera, je l'espère bien, et de raccourcir ces délais diagnostiques par une application rigoureuse des recommandations. Et c'est une priorité pour la pratique professionnelle, pour la santé publique, qui nécessite de développer des stratégies organisationnelles collectives auxquelles on adhérera pour pouvoir réduire ce véritable fléau de notre pratique et qui permettra aussi de continuer la recherche et l'innovation dans les différents domaines concernés. Et merci pour votre attention. Merci, professeur Sari, pour ce travail de réflexion. C'est vrai que ça manque. On ne revoit pas facilement en Algérie. On ne fait pas d'évaluation des pratiques. C'est une invitation peut-être à faire ce travail pour mieux s'organiser. Merci. Donc, on va passer au débat, à la discussion. Alors, on va faire vite. Mais bon, on ne va pas déroger à la règle de 2 questions par orateur. Alors pour le premier orateur, M. Sen, professeur Sen, est-ce qu'il y a des questions à lui poser? Bien sûr.